Mesdames et messieurs, bonsoir. Encore un plaisir pour moi de vous retrouver sur cette chaîne dans votre podcast préféré, Impact et Inspire. Vous le savez, Impact et Inspire, c'est ce podcast dans lequel nous recevons des hommes et des femmes qui inspirent et qui impactent autour d'eux. Aujourd'hui, nous avons un invité de taille. De taille de par ses réalisations, de taille par le nombre de personnes qu'il réussit à impacter. Il réussit à changer des vies partout où il passe. Aujourd'hui, nous recevons un homme qui est à cheval entre la promotion de l'entrepreneuriat, mais aussi d'une carrière professionnelle réussie. Auteur de plus de 25 livres, Vincent Cadio est à la fois un auteur, conférencier, responsable marketing, expert en stratégie. Vincent Cadio, bonjour. Bonjour, Sheikh. Comment vas-tu? Très bien. Bienvenue ici, bienvenue dans ce podcast, bienvenue dans ce studio de Himala Group. Nous sommes très heureux de te recevoir ici. Merci pour l'invitation. Alors Vincent, quand on commence par te présenter, on a beaucoup de titres, on a beaucoup de choses à dire. Auteur de plus de 25 ouvrages, expert en marketing, expert en stratégie, conférencier. Alors, si toi tu dois te présenter en quelques mots, comment tu le ferais? Ouais, on dirait que c'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça. C'est ça. Auteur, conférencier, formateur, motivateur, écrivain. Puis quelqu'un qui aime vraiment voir les gens avancer autour de lui. J'aime voir les gens progresser. J'aime voir les gens réussir. Ma plus grande joie, c'est vraiment d'avoir l'impression que je peux contribuer à aider quelqu'un à être un peu mieux en me côtoyant. S'il arrive à être un peu mieux que ce qu'il était avant de me côtoyer, je vis utile. Qu'est-ce que je peux dire? Vincent, quand on parcourt tes différentes œuvres, on se rend compte que ce sont des ouvrages de solutions, comme j'aime le dire. Tu t'attaques à des problématiques concrètes et à travers ta grande expérience, tu partages des solutions, des conseils très pratiques qui aident à pouvoir changer sa situation. Et l'un des plus célèbres, c'est la méthode VK. Cette méthode qui a permis à de milliers de jeunes de pouvoir trouver leur emploi. Vincent, comment t'es venue l'idée d'écrire cet ouvrage? C'est une très bonne question. Hein. Je pense que je suis obligé de faire un peu d'historique. En 2010-2011, en Côte d'Ivoire, il y a eu une grave crise post-électorale. Et ça a beaucoup modifié le comportement des entreprises qui étaient devenues un peu plus prudentes. Ne savaient pas trop qu'est-ce qui allait se passer, etc., etc. La situation avait commencé en 99, c'était aggravé en 2002, mais après la crise de 2010, c'était vraiment de l'inconnu pour tout le monde. Et moi, j'avais la chance de travailler. J'étais dans une entreprise et il y a un de mes amis, un cadet de l'école, qui avait me voir, qui m'a dit, écoute, Vika, j'arrive pas à trouver du boulot, j'ai essayé ceci, j'ai essayé cela. J'ai dit, ok, envoie ton CV, on va regarder. Et quand j'ai vu son CV, c'était pas top du tout. Donc, je lui ai dit, écoute, mais ton CV n'est pas bien fait, change ça, change ci, va, fais comme ça, fais comme ça, fais comme cela. Il dit, ok, je fais ça. Je dis, mais, il me demande où je trouve des offres d'emploi. Je dis, mais, appelle ici, regarde ce site, regarde ça, va ici, là, tu vois, tu as plein d'autres emplois. Essaie de postuler. Et il est parti, et pendant 2 semaines, il n'a pas fait signe de vie. Donc, moi, je me suis dit, bon, peut-être que ça n'avait pas marché. Et après 2 semaines, il m'a appelé, il était tout content, il dit, je viens te voir. Je dis, ok, viens. Il me dit, en fait, j'ai appliqué tout ce que tu as dit. Et là, j'ai 3 offres d'emploi sous la main, je sais pas laquelle choisir. Comment je dois choisir? J'ai dit, waouh, ça a marché autant que ça. Il dit, oui, ça a marché. Qu'est-ce que tu penses que je dois faire? Je lui ai posé quelques questions, et puis en fonction de ce qu'il avait envie de faire, on a choisi l'offre qui était la plus adaptée pour lui, et il a signé là-bas. Et pour moi, c'était terminé. Mais en fait, il allait dire à tous ses amis que il était venu me voir et je l'avais aidé à trouver du boulot en l'espace de 2 semaines, des choses comme ça. Et donc, ses amis ont commencé à venir vers moi. Bon, c'était des gens que je connaissais aussi, un peu de loin, mais que je connaissais, qui eux aussi voulaient que je retouche leur CV, que je leur explique comment faire, etc.
Donc, je faisais ça à mes temps perdus. Et puis, eux aussi, ils sont partis, ils ont trouvé du boulot et ils ont dit encore à leurs amis. Donc, à un moment donné, on s'est retrouvé à une situation où, au départ, j'aidais mes amis, mais à un moment donné, c'était des gens que je connaissais plus, en fait, parce que les amis, des amis. Et ça commençait à me prendre du temps. Donc, je me suis dit, tiens, bon, voici ce qu'on va faire. Tous ceux qui ont envie de savoir comment est-ce qu'on fait le CV, la lettre de motivation, comment on reçoit l'entretien d'embauche, je vais faire une formation. Vous allez venir vous asseoir. En une fois, je vais vous expliquer à tous, en une fois, comment on fait. Et puis c'est terminé. Je pensais que je faisais ça et j'aurais réussi à me débarrasser d'eux. Et donc la formation, ils étaient peut-être une trentaine, quelque chose comme ça. Et ils sont partis. Et donc pendant un mois, j'ai eu la paix parce que tous ceux qui voulaient que je les aide, j'avais réglé le problème. Et au bout d'un mois, ça a repris, mais d'une façon incroyable parce que eux, ils ont commencé à avoir des résultats et ils ont commencé à dire à leurs amis, en fait, que c'est quand ils ont participé à la formation que j'avais organisée que ça s'est déclenché, qu'ils ont pu avoir quelque chose, qu'ils ont commencé à avoir des entretiens. Et donc, la demande est devenue importante. Je savais même plus comment gérer ça. Je dis, mais attends. Et j'étais avec un de mes meilleurs amis, il m'a dit, on dirait que tu es tombé sur quelque chose, en fait. Ce truc, on dirait qu'il y a un besoin, il faut que tu essaies de structurer ça. Et donc, j'ai commencé à organiser des formations et les gens venaient. Et après, la problématique qui venait, c'était, est-ce qu'on peut avoir ton support? Est-ce qu'on peut avoir ton support? Est-ce que t'as pas un livre qu'on peut acheter, qu'on peut lire? Parce que ce que j'ai dit là, c'est bien. Moi, je vais aller montrer ça, mais moi, j'ai voyagé pour venir. Je vais aller remontrer ça à mes frères que j'ai laissé là-bas. Et donc, les gens disaient ça, ils avaient besoin d'un support. Et donc, c'est le support de formation que j'avais. Ben, finalement, qu'on a essayé d'adapter un peu, de le rendre sur un format plus digeste. Et puis, c'est comme ça que c'est devenu le livre. Mon premier livre, La méthode VK. Et d'ailleurs, mais ça s'appelait pas la méthode VK, ça s'appelait décrocher votre premier emploi, bien décrocher votre prochain emploi. Et les gens disaient, non, c'est la méthode VK. Parce que c'est ta méthode. C'est ça qu'on a utilisé, c'est ça qui a marché pour nous. Donc, la méthode VK. Je dis, bon, si les gens veulent appeler le produit la méthode VK, mais appelons-le la méthode VK. Et donc, c'est comme ça que c'est parti. Cette méthode VK, cette fameuse méthode VK. Et donc, on a formé, au départ, c'était des petits groupes, 20, 30, 40, et puis, après, c'est comme ça devient des effectifs plus importants. 40, 50, 60, 70, 100. Et c'est de là que c'est parti. Donc, depuis 2011, pratiquement jusqu'à aujourd'hui, 2023, on est dans la 12e année où on enseigne cette méthode. Et grâce à Dieu, on continue de produire de très bons résultats. Pas seulement arrêté au niveau de la méthode VK, en plus de la méthode VK, ce sont beaucoup d'autres ouvrages. À chaque fois qu'une problématique est identifiée, on sort un livre. C'est extraordinaire. C'est ça. C'est vraiment ce qui s'est passé. Pour tout te dire, j'avais pas prévu écrire autant de livres. Et quand les gens, la méthode VK, c'était comment rédiger un bon CV, une bonne lettre de motivation. Et les gens prenaient ça, ils avaient des entretiens. Et après, ils revenaient me dire, j'ai fait l'entretien, mais on m'a pas retenu, etc. Je dis, mais qu'est-ce que tu as dit? Quand tu as posé telle question, comment tu as répondu? Non, j'ai dit ça. Non, c'est pas comme ça qu'on répond. On répond comme ça, on répond comme ça. Et la question suivante, c'est, t'as pas un livre qui explique ça? Tu n'as pas un livre qui explique ça? Tu n'as pas un livre qui explique ça? Je dis, bon, d'accord, ok. Donc, je vais faire un livre. Donc, c'est comme ça il y a eu la méthode VK. C'est comme ça qu'ensuite, il y a eu Entretien Pro qui explique comment mener l'entretien d'embauche et non les subir. Et après, quand les gens faisaient ça, ils arrivaient à trouver du boulot. Et la question suivante, c'est, mais qu'est-ce que je fais pendant mes premiers jours de stage? Comment je me comporte? Qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas trop. T'as pas quelque chose là-bas que tu écris qui peut me guider? Je dis, ok, d'accord, je peux écrire quelque chose. Donc, voilà, et c'est après ça que j'ai créé Intégrateur, comment réussir ses 100 premiers jours dans un nouvel emploi. Et après, l'autre livre, c'était Gagner en importance en entreprise. Puisque moi, j'étais à la base ingénieur. Donc, un ingénieur, quand il rentre dans une entreprise, il a déjà une certaine position. Mais j'avais de plus en plus de gens qui étaient pas ingénieurs, qui venaient me voir, ils avaient des BTS, ils avaient peut-être des DUT, et ils se disaient, mais comment je fais pour gagner en importance en entreprise? Parce que j'ai pas le diplôme d'ingénieur. Ça va me prendre 2 ans, 3 ans d'aller faire un diplôme d'ingénieur, alors que je sens que j'ai le potentiel pour pouvoir avoir plus d'impact dans l'entreprise. Et donc ça m'a fait écrire Gagner en importance en entreprise. Et de 2011 jusqu'à pratiquement peut-être 2016, 2017, ça faisait 5 ans. Et moi, je progressais dans ma carrière. Et il y a des gens qui ont commencé à me dire, écoute, c'est vrai, tu m'as aidé à trouver un travail, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans, mais moi, j'ai pas progressé du tout. Je suis toujours au même poste. Il dit, mais comment ça se fait? Il dit, mais je sais pas exactement qu'est-ce que je dois faire. Je fais bien mon travail. Je dis, non, ça suffit pas. Fais bien ton travail, ça suffit pour avoir ton salaire, ça suffit pas pour progresser. Et donc, il dit, mais comment on fait pour progresser? Et donc là, j'étais encore obligé d'écrire un autre livre, Planifier stratégiquement votre carrière. Et donc, quand j'écris ça, les gens commencent à planifier leur carrière, ils ont commencé à progresser. Et puis après, il y a d'autres qui sont venus me voir, me disent, bon, moi, je suis arrivé à un niveau, mon boss, c'est le boss, c'est le directeur, il n'a pas l'intention de quitter son poste.
Il est encore jeune, donc c'est pas pour maintenant qu'il va partir. Mais moi, j'ai envie de progresser. Qu'est-ce que je dois faire, etc. Et à chaque fois, on a des gens qui viennent, on s'en va chez des gens dehors pour venir les mettre au-dessus de moi. Donc, les gens commencent à avoir cette frustration-là, d'être à un poste, de faire ce qu'il faut, selon eux, mais de ne jamais occuper la position de direction, etc. Donc, je dis, il y a quelque chose qui manque. Vous devez apprendre à devenir la doublure de votre patron. Tant que vous n'êtes pas sa doublure, vous n'allez jamais occuper sa position. Vous devez être sa doublure pour pouvoir occuper la position. Et donc, je me dis, mais c'est quoi la doublure? J'ai dit, la doublure, c'est quelqu'un qui fait tellement bien une partie du travail que le patron est tranquille d'aller en congé et de lui passer un intérim en sachant qu'il va s'occuper de tout parfaitement. Tant que vous n'occupez pas cette position privilégiée là, c'est pas évident que si votre patron part, on vous confie la position parce qu'on ne sent pas ça chez vous. Et donc, c'est comme ça que j'ai cru aussi devenir la doublure de son patron. Et puis donc, comme tu dis, à chaque fois qu'il y a eu une problématique, c'est les gens, en fait, qui m'ont poussé à écrire des choses. Parce que j'ai eu la carrière que j'ai eue, mais en fait, sans faire attention, il y a des leçons qu'on apprend, qu'on connaît, on ajuste, et on vit à partir de ça, mais on se rend pas compte que c'est des leçons de vie qu'on peut partager, que d'autres personnes, en fait, ont les mêmes challenges. Donc, c'est comme ça que j'ai écrit. Et puis après, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient pas motivées du tout, qui baissaient trop vite les bras, qui abandonnaient. Donc, j'ai écrit dans la motivation. Condamné à réussir. Parce que je pense qu'on est tous condamnés à réussir. Okay. On est déjà nés, donc on n'a pas d'autre choix que de réussir. Et je lisais un auteur qui disait que jusqu'à 12 ans, un enfant peut pas imaginer qu'il va pas réussir. C'est impossible, en fait. Tel que on est conquérant, on est victorieux. C'est-à-dire que quand on est un enfant de 1 an, il a envie de monter sur la table, dès qu'il monte sur la table, il a envie de sauter à terre, il n'a pas la conscience du danger. On n'a pas cette conscience du danger, on peut pas penser même qu'on va échouer. C'est pour ça que généralement tout le monde finit au moins le cursus primaire jusqu'à 12 ans. On n'a pas conscience qu'on peut échouer. Mais c'est après 12 ans qu'on rentre dans la puberté, etc., dans l'adolescence, et que d'autres vivent mal cette période, et donc ils peuvent prendre conscience que c'est possible d'échouer. Mais sinon, avant 12 ans, c'est pas possible d'échouer. Donc, je me dis, si avant 12 ans, c'est pas possible d'échouer, mais que c'est en vivant très mal cette période qu'on arrive à prendre conscience de l'échec et qu'on veut échouer maintenant, on est tous condamnés à réussir. Donc, on est avec les gènes de la réussite. Après, on s'en va prendre d'autres gènes qui font qu'on veut abandonner. Donc, j'ai écrit dans la motivation. Et puis après, on a organisé des grandes formations, on parlait de la culture, donc, le seul mot qui revenait, on dit, mais quelle audace. Je dis, bon, d'accord, j'ai compris. Je vais écrire un livre sur l'audace. Ok. Donc, j'ai écrit un livre sur l'audace. Puis après, comme c'est le marketing que j'ai appris à l'école, je me dis, il y a des livres en marketing, mais c'est Kotler-Dubois, c'est management, c'est français, etc. Pourtant, le marketing qu'on doit faire dans nos pays tropicaux ici, là, tu prends les concepts généraux, mais tu es obligé de te battre avec ta réalité actuelle. Et il n'y avait pas forcément de livre écrit en marketing qui était très adapté à nos réalités. Donc, j'ai écrit aussi en marketing. Et puis, comme je crois beaucoup en la dualité intrapreneur-entrepreneur, entrepreneur, ceux qui créent, intrapreneur, ceux qui aident à développer ces entreprises. Donc, j'ai écrit un peu quelques livres sur l'entrepreneuriat. Delco 1, Delco 2. Donc, Delco 1, c'est comment lancer le business. Mais surtout un business qui dure. Parce que tout le monde disait, les gens lancent le business, mais avant 5 ans, ça meurt. J'ai dit, oui, mais il y a des business, dès que vous les lancez, ça va mourir parce que c'est pas fait pour durer. Il y a d'autres business qui peuvent durer. Et donc, quels sont les genres de business que vous pouvez lancer qui peuvent durer? Et puis après, beaucoup se lançaient, mais les entreprises faisaient faillite très vite. Parce qu'ils ne savaient pas comment rentabiliser. Ils ne savaient pas quelle stratégie mettre en place pour que le cash continue de couler dans leur entreprise. Donc, j'ai écrit également. J'ai écrit beaucoup, Ouais. J'ai écrit beaucoup. Mais chaque livre est venu, comme tu dis, répondre à un besoin que je voyais. Ouais. Et je me disais, bon, et la chance que j'ai eue, c'est vraiment d'avoir fait beaucoup de multinationales, avec beaucoup de procédures, beaucoup de principes que nous suivons, et qui faisaient qu'en multinationale, les choses allaient bien. Et quand tu sors de là, tu as l'impression que c'est évident, tout le monde sait ça. Quand tu discutes avec quelqu'un qui est à la tête d'une PME, en fait, il sait absolument rien. Il s'est juste lancé parce qu'il avait une idée, il avait du zèle, il avait un peu de capital. Et après, c'est tellement difficile pour eux de progresser, de faire grandir leurs entreprises. Parce qu'ils ne savent pas, donc je me suis dit, tiens, peut-être qu'il faut mettre ce savoir à disposition. Et la façon pour moi de transmettre la plus simple, c'était des livres. Voilà. Et voilà. Parce qu'en ce temps-là, Internet n'était pas forcément très développé. La connexion Internet, qu'est-ce que ça coûtait? Mais progressivement, on est en train d'aller vers des formations vidéo pour partager ces choses plutôt que d'écrire des livres. Mais aussi, on sait qu'il y a des gens qui ont différentes modalités. Il y en a qui peuvent faire lire. Il y en a qui peuvent faire regarder. Il y en a qui peuvent faire toucher.
Okay. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de faire ça, avoir des livres, avoir des formations vidéo et puis avoir des formations en présentiel où on a le contact toujours avec les personnes qui sont intéressées pour pouvoir échanger. Effectivement, il y a tellement à dire sur les deux volets, entrepreneuriat, recherche d'emploi, gestion de carrière. Et je voudrais m'adresser à ces internautes qui nous suivent, à ces amis qui nous suivent, que vraiment ces livres sont vraiment des ressources à exploiter. C'est vraiment à votre disposition et dans un langage très simple, il réussit à vous le dire calmement. Maintenant, je voudrais quand même que tu vendes un peu la mèche. Par exemple, prenons un étudiant qui a fini son université et qui est là, ça fait 5 ans qu'il ne trouve pas du travail. Sur la base de ton expérience, sur la base des personnes que tu as accompagnées, quelles sont les 3 erreurs les plus communes que ces personnes font dans la recherche de l'emploi? D'accord. Très bien. Alors, les 3 premières ou les 3 erreurs les plus communes, la première erreur, c'est de croire aux mensonges qui est raconté par les gens qui ne veulent pas trouver de boulot. Croire qu'il n'y a pas de travail, croire qu'il n'y a pas d'opportunité, croire que le marché de l'emploi est en crise, croire que on ne recrute que par affinité, croire que non, tout ça c'est des mensonges. Et tant que un jeune va s'asseoir et continuer à croire à ces mensonges, il ne pourra pas prendre les choses en main. Pourtant, il a besoin de prendre les choses en main. Le marché est dynamique. Il n'y a pas de marché en crise en Afrique. Il n'y a aucun marché qui est en crise en Afrique. C'est en Afrique qu'on a les croissances à 2 chiffres, qu'on a les croissances à 3 chiffres. Il y a pas de crise véritable, ok? L'argent ne circule pas comme il devrait circuler. Il y a quelques sectes qui ont beaucoup d'argent et la majorité ont très peu d'argent, mais il n'y a pas vraiment de crise. Parce que tout est à faire en Afrique. Donc ça, c'est vraiment la première erreur. Croire en ces mensonges. Il y a des opportunités, il faut aller les chercher. La deuxième erreur, c'est de croire que le marché va créer des offres qui correspondent à notre profil. Ok? Le marché, en fait, il n'est pas là pour créer des offres qui correspondent à notre profil. En fait, le marché n'est pas là pour faire ce qui nous plaît à nous. En fait, on se prend pour qui même? En fait, quand tu es assis et tu cherches une offre dans ton profil, tu te prends en fait pour qui? Pour le centre du monde, pour le nombril du pape? Bien, je sais pas. C'est pas au marché de s'adapter à toi, mais c'est à toi de t'adapter à ce que veut le marché. Et donc, certains sont enfermés dans une bulle selon laquelle moi j'ai appris quelque chose, je suis fort en informatique, donc je ne peux faire que de l'informatique. C'est totalement faux. Si le marché aujourd'hui a absorbé suffisamment d'informaticiens et le marché se rend compte que très bien, les informaticiens on en a assez, mais on n'a pas beaucoup de comptables. Je peux avoir appris l'informatique à l'école, mais le marché dit il nous faut aujourd'hui de bons comptables parce que nos entreprises là ne sont pas bien gérées, la comptabilité n'est pas bien tenue, etc., etc. J'ai le choix entre me dire, non, moi j'ai appris l'informatique, je reste dans l'informatique, je vais attendre encore 10 ans, 20 ans que le marché ait à nouveau besoin d'absorber des informaticiens, ou alors je m'adapte aux offres d'emploi qui sont déjà disponibles. Et on peut reprocher tout ce qu'on veut à nos systèmes scolaires. Ils sont archaïques, ils sont vieillots, mais au moins ils font une chose bien. Ils nous rendent polyvalents. De la première jusqu'à la 6e, vous avez pratiquement 6 matières différentes. 7e jusqu'à ce que vous ayez peut-être le BPC, vous faites au moins 12 ou 13 matières différentes. Et du BPC jusqu'à la terminale, vous fassiez le bac, vous faites souvent entre 15 et 16 matières différentes. Et dès que vous rentrez dans les études supérieures, vous faites minimum 22 matières différentes qu'il faut valider. Peu importe ce que vous avez choisi comme filière, au moins 22 matières différentes qu'il faut valider. Et donc on est polyvalent. Il n'y a pas de raison que quelqu'un qui a fait 22 matières différentes, qui a validé 22 matières différentes, bien sûr il n'était pas fort dans tout, c'est normal, mais qui a pu faire 22 matières différentes pour avoir un diplôme supérieur, vient dire qu'il est focalisé ou bien il est contraint ou il ne sait faire qu'une seule chose. C'est pas possible. C'est un mensonge que je refuse de croire et que eux-mêmes, ils se rendent compte que c'est pas vrai. Parce que vous avez des gens qui disent, ah ouais, moi j'ai appris que l'informatique. Ok, on dit, bon, on a une société, on a besoin de technico-commerciaux, tu peux essayer. Il dit, ouais, je peux essayer. Et vous vous rendez compte que le gars, il devient en 2 ans le meilleur technico-commercial. Il dit, mais tu disais que tu étais un informaticien. Oui, c'est vrai, c'est ce que j'ai appris à l'école, mais je me suis découvert d'autres choses. Et donc ça, c'est le deuxième gros mensonge. Croire que le marché va venir créer des offres spécifiquement dans notre profil. Non. Ce qu'il faut faire, c'est adapter son profil aux offres d'emploi qui sont déjà disponibles. Et notre système scolaire fait bien au moins une chose, il nous aide à être polyvalent. Donc, si j'apprends quelque chose et que je me rends compte que sur le marché, ce domaine-là est un peu à saturation, j'ai la possibilité de me réorienter. Et il faut pas tomber dans l'erreur de croire que parce que j'ai fait le cycle classique pour avoir mon diplôme d'ingénieur, mon master, si je veux une autre compétence, je dois encore refaire le cycle classique. Non, non.
Une fois que vous avez déjà le master, on a suffisamment développé votre mindset, votre mind. Donc aujourd'hui, vous pouvez faire des formations en ligne. En 2 mois, en 3 mois, en 6 mois, vous pouvez comprendre la comptabilité. Comme quelqu'un qui a pris 2 ans, 3 ans pour apprendre la comptabilité. Parce qu'aujourd'hui, votre intellect est suffisamment développé. Vous comprenez les grands principes, vous comprenez comment ça marche. Vous pouvez quelqu'un peut avoir fait l'informatique et être très réactif, très bon comptable. En l'espace de 6 mois, 8 mois, s'il apprend vraiment. Et il n'a pas besoin de repartir faire toutes les années, etc., le B.A.-ba, mais parce que le fait d'arriver à un niveau un peu élevé, le master, etc., on a obligé ton esprit à se développer. Et donc, ton esprit est développé, tu apprends maintenant comme un adulte, tu n'apprends pas comme un enfant. Ça aussi, il faut que les gens qui sont diplômés comprennent. Il y a la façon d'enseigner à un enfant, jusqu'à ce qu'il devienne un adulte, mais on n'enseigne pas les adultes de la même façon qu'on enseigne les enfants. Donc, c'est pas parce qu'on a même besoin de te donner des informations au compte-gouttes pendant que tu étais encore très jeune, très distrait, etc. Aujourd'hui, tu es un adulte, tu peux prendre une grande quantité d'informations en un temps très court et devenir opérationnel. Donc ça, on peut se réorienter autant qu'on veut. Ça, c'est vraiment la deuxième erreur dans laquelle il faut pas tomber. Maintenant, la troisième erreur, c'est de penser que si on ne se forme pas sérieusement à la recherche de l'emploi, on va y arriver. C'est d'autres codes. Réussir les études, il faut suivre à l'école, bien comprendre, bien préparer les examens, les réussir. On avance à l'école. On n'a pas besoin de plus que ça. Mais intégrer la vie professionnelle, vous devez comprendre qu'une entreprise, c'est un puzzle. Et le chef d'entreprise en train de chercher des gens qui vont pouvoir s'emboîter les uns aux autres afin de pouvoir former l'équipe qu'il lui faut pour pouvoir réussir. Chaque chef d'entreprise est en train de constituer sa dream team. Il suffit pas juste d'être bon. Il faut que vous soyez le genre de personne bonne qu'il lui faut dans sa dream team. S'il a déjà quelqu'un qui est exactement comme vous et il n'a pas besoin de dupliquer la position, il ne vous prendra pas. Si vous ne prend pas, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bon. Ça veut juste dire que le puzzle qu'il est en train de constituer, vous n'êtes pas la bonne pièce. Et donc, vous devez comprendre comment est-ce que je fais pour être la pièce parfaite dans le puzzle que quelqu'un est en train de constituer. Et pour être la pièce parfaite, il nous donne déjà la solution. Dans l'offre d'emploi, il nous dit, voilà les éléments que je cherche. Voilà ce que la personne qui doit fit dans mon puzzle doit savoir faire, doit savoir être, doit savoir, etc. Et donc, à nous maintenant de prendre ces informations, d'anticiper les compétences, de nous former pour devenir ce genre de pièces qui correspondent parfaitement à ce qu'une entreprise est en train de chercher. Et si l'entrepreneur se rend compte, le chef d'entreprise ou l'entreprise ou le DRH ou peu importe la personne qui fait le recrutement, se rend compte que je corresponds parfaitement à la description du puzzle, de la pièce de puzzle qu'il a faite, je rentre, ok? C'est juste une question maintenant qu'on s'entende sur les conditions financières pour que je puisse travailler. Donc ça, c'est vraiment la troisième erreur. Penser que sans préparation, sans amélioration de ce qu'on est déjà, on va pouvoir trouver du boulot. Non, il faut comprendre que c'est une autre réalité. À l'école, c'est nous, on payait les enseignants. Mais dans l'entreprise, c'est toi, on paye. Donc, à l'école, ça peut pas être le même système. Ça peut pas être le même système. À l'école, tu peux éditer ta loi. Mais en entreprise, c'est l'entreprise qui dit ça. Donc, il faut comprendre comment les entreprises recrutent, qui recrute, qu'est-ce qu'on recherche, devenir ce genre de personne que la carrière explose. Merci beaucoup. Tu es très à cheval sur l'entrepreneuriat et l'emploi également. On a parlé un peu de l'emploi. Le temps ne nous permet pas d'aller trop en profondeur. On va venir sur les entrepreneurs. Mais l'une des spécificités qui est très appréciable dans ce que tu fais au niveau de l'entrepreneuriat, c'est de te focaliser sur un des aspects très important, majeur même, mais qui est souvent relégué au deuxième ou au troisième plan, celui de la vente. Je le dis souvent, tu ne vends pas, tu meurs en tant qu'entrepreneur. Alors, je te pose le même type de question. Quelles sont les 3 erreurs que tu vois chez les entrepreneurs qu'ils ne vendent pas suffisamment pour pouvoir survivre et se développer? Très bien. La première erreur, bon, et heureusement même qu'il y en a que 3. On les appelle les 3 M. M. Le premier M, c'est le marché. Le deuxième M, c'est le message. Le troisième M, c'est le média. Première grosse erreur, il ne détermine pas qui est le marché cible. Il commence par le produit. Alors qu'on ne commence pas par le produit, on termine par le produit. On commence par le marché. Ok. Les entreprises qui progressent regardent le marché et demandent aux clients, qu'est-ce que vous avez envie d'acheter? Et les clients disent, je vais acheter ça, 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 ça. Ces entreprises vont produire ce produit et leur envoient. Il leur dit, tu veux acheter ça? Le voici. Tu veux le payer? Oui, bien sûr, c'est ce que je veux. Et la vente devient facile. Donc, c'est pour ça qu'il y a toute cette discipline qu'on appelle d'études de marché, d'enquête, etc., de satisfaction, que personne ne fait. On fait pas d'études de marché, on se lance.
C'est normal. C'est souvent prévisible que l'échec est prévisible. Sans étude de marché. J'ai vu un produit, je me promenais en Chine, je me promenais à Paris, je me promenais à Lisbonne, je me promenais à New York, j'ai vu un produit, ça c'est bien, les gens de New York, ils adorent ce produit, ils payent ça comme des petits pains. Ok, d'accord, je prends, je l'importe. J'arrive ici, en Guinée. Et puis je demande aux gars, ok, les gars, voilà le produit, ça marche bien à Paris, pays. Non, on n'a pas besoin. Et donc, fiasco monumental. Parce qu'on a pris le produit, on s'est dit, on va venir le vendre. Non, c'est pas comme ça qu'on commence. On commence par le marché. On analyse le marché. Que veut notre marché? Il y a des besoins qui sont déjà là. Et il y a 3 types de besoins. Il y a les besoins qui sont pas satisfaits du tout. Il y a les besoins qui sont peu satisfaits. Et il y a les besoins qui sont mal satisfaits. Ok? Donc, les gens ne vont pas forcément écrire sur le front, voici mes besoins pas satisfaits, mal satisfaits, peu satisfaits. Mais vous devez observer le comportement des gens. Regardez les habitudes de consommation, vous allez voir qu'il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits, qui sont mal satisfaits, qui sont peu satisfaits. Une fois que vous en repérez un comme ça, la deuxième étape, c'est de regarder, est-ce que les gens dépensent déjà de l'argent pour payer un produit similaire? Si oui, alors il y a de l'argent à se faire. Donc, première grave erreur, c'est de regarder les produits et non de regarder le marché. Parce que si vous allez dans la démarche du produit, quand vous venez avec un produit, quand tout le monde a fini d'acheter le produit, vous faites quoi après? Le business meurt. Mais si vous regardez le marché, ok, moi j'ai envie de servir toutes ces personnes-là qui aujourd'hui ont une vie moderne, vivent dans des appartements, ont des petites voitures, ont des voitures, mais doivent vivre une vie un peu speed, etc. Qu'est-ce qu'il leur faut? Il leur faut du matériel pour pouvoir s'occuper de leur véhicule, etc. Ok. Ça, vous voyez, ça c'est mon marché. Ils ont un véhicule, il leur faut quelque chose pour pouvoir bien entretenir le véhicule. Ok, d'accord. Ils ont quoi? Ils vivent dans des apparts, etc. Mais ils n'ont pas le temps de descendre, tout le temps aller soulever le gaz, pour remonter avec le gaz, etc., etc. Ok, on peut leur proposer un service de livraison de gaz à domicile. Ils payent sans hésiter. Ok, ils n'ont pas le temps de coacher correctement leurs enfants parce que eux-mêmes sont stressés au boulot, etc. Ils ont besoin de gens relativement sérieux qui vont encadrer leurs enfants et s'assurer que quand même le côté scolaire est pris en charge. Ok, donc on met un service de soutien scolaire à cette cible-là. Elle paye sans hésiter. Vous allez avoir dans cette cible-là, monsieur, peut-être madame qui travaille, madame n'a pas le temps d'aller faire le marché, etc. Elle peut faire ça peut-être une fois le week-end, mais elle peut pas faire le marché tout le temps. Mais elle a envie de varier la nourriture, pas juste manger de la nourriture de dehors ou bien de sujet constamment. Elle veut quelqu'un qui puisse faire les courses, etc. Ok, on met un service on te fait ta liste de marché, tu fais juste ta liste de marché, nous on t'achète toutes les courses, toutes les provisions et on te les livre à la maison et puis tu les utilises, tu payes. Elle paye ça. Donc, mon même marché a différents besoins. Et moi, en tant qu'entreprise, je passe mon temps à satisfaire chacun de leurs besoins. Donc, mon entreprise ne stagne pas. Mon entreprise grandit. Et ça peut devenir différents départements de la même entreprise parce que je suis focalisé sur un marché. Ok. Donc, ça, c'est vraiment le premier M, le marché. Deuxième M, c'est le message. Le message de vente est souvent très, très faible. On vend les caractéristiques du produit, mais on ne vend pas les avantages. Il faut comprendre que un entrepreneur à succès ne vend pas un produit, il vend une solution. Il vend une solution. Et ça, c'est le problème majeur. La majeure partie vend des produits. On ne vend pas des produits, nous vendons des solutions. Quand vous présentez ce que vous vendez comme une solution à un problème spécifique, les clients l'achètent. Quand vous vendez ça comme un produit, on ne sait pas trop pourquoi on l'achète. Donc, il faut sortir je vends un produit, il faut sortir des caractéristiques, mais il faut aller plutôt sur les avantages. Ok. Là, j'ai un joli micro devant moi, etc., etc. Qu'est-ce que il est comme solution? On m'a dit, bon, c'est un produit, peut-être que là, c'est ça s'en fibre, ça c'est ceci, c'est ça. Bon, me convaincre d'acheter ça parce que ici, c'est un peu en fibre de carbone, etc. Bon, ça sera très difficile pour moi d'acheter ces trucs. Mais si tu me dis qu'en fait, ça c'est un micro professionnel qui arrive, en fait, et qui est calibré pour ne prendre que les décibels de la voix. De sorte que tout bruit ambiant qui est en haut, plus haut ou plus bas, ne ressort pas dans ce micro-là, mais c'est seulement la voix humaine qu'il arrive à prendre. Ça devient tellement intéressant pour moi de prendre ce micro-là, parce que je sais que je vis dans un environnement bruyant, mais avec ce micro, je sais que je vais capter seulement que la voix humaine et non les autres bruits. Et donc, c'est l'avantage que j'achète. C'est cette solution-là. La solution je vis dans un environnement qui est déjà bruyant. Je peux pas changer d'environnement ou le rendre moins bruyant. Les Africains aiment le bruit. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux avoir un équipement qui me permet juste de ne pas capter le bruit ambiant, mais de capter juste les fréquences de la voix humaine. Donc, c'est la solution que j'achète. Et pour ça, je suis prêt à dépenser beaucoup plus d'argent. Parce que ça me permet de régler mon problème. Donc ça, c'est vraiment ça la deuxième étape. Le message, c'est vraiment la solution. Et les propositions que la majorité des entreprises font sont faibles. Il faut des propositions fortes. Il faut de grosses promesses. Promet que on règle définitivement le problème. Ok. Et puis, on fait le dernier problème, c'est le média. Ok. On n'utilise pas le bon média pour
communiquer. On ne maîtrise pas même les médias qu'on utilise. Aujourd'hui, le monde tend à se digitaliser, les médias sociaux. Les gens ne maîtrisent pas vraiment les médias sociaux. Ils essaient de vendre comme il y a 20 ans, comme il y a 50 ans. Avant, il y a 10 ans, je vais même pas aller trop loin. Il y a peut-être 10 ans, peut-être même il y a 5 ans. Quand je vois un produit, j'ai aucun moyen de savoir si ce produit-là, d'autres personnes l'ont utilisé avant et ils sont satisfaits. Mais aujourd'hui, quand je vois un produit, mon premier réflexe, c'est de prendre en photo puis de mettre sur les réseaux puis de demander qui a déjà utilisé ce produit. Qu'est-ce que vous en pensez? Et automatiquement, vous avez les feedbacks positifs comme négatifs qui viennent. Et c'est sur la base de ça que les gens décident. Même, malheureusement, 99%, peut-être 80% des entreprises sont restées dans l'ancien monde, pensant que le client n'a pas d'informations, pensant qu'on peut juste le blaguer, pensant qu'on peut le distraire, pensant qu'on peut faire des choses et puis il ne va pas s'en rendre compte. Aujourd'hui, le consommateur est extrêmement éduqué. Donc, il faut savoir comment utiliser les médias pour pouvoir le toucher. Dernier élément qui est très important, je vais m'arrêter là, c'est que aujourd'hui, le client, il est multicanal. Donc, il faut intégrer la multicanalité. Quand quelqu'un voit une information uniquement sur Facebook et il ne la voit nulle part ailleurs, il doute de cette information. Mais s'il arrive à avoir l'information sur Facebook, il va sur WhatsApp, dans un de ses groupes, on en parle. Il va sur un site internet, un blog, etc. Il voit l'information. Il passe, il écoute la radio, l'information passe là-bas. Il regarde la télé, l'information passe là-bas. Alors il commence à croire à cette information. Donc aujourd'hui, il est indispensable pour toutes les entreprises d'être multicanales. Pas parce que c'est du zèle, ou bien pas parce qu'elles n'ont pas d'autre chose à faire, mais en fait aujourd'hui, pour croire une information, il faut qu'elle soit disponible sur plusieurs canaux. Donc, autant je suis d'accord qu'au départ, l'entrepreneur doit choisir un média, peut-être un réseau social, et se focaliser là-dessus. Autant, quand il a réussi à maîtriser ce premier réseau social et à bâtir une communauté, autant il est important pour lui d'être sur plusieurs autres réseaux. Ça construit cette multicanalité qui n'est pas juste du luxe, mais qui est en fait la façon dont aujourd'hui les gens prennent leurs décisions. Je suis sur LinkedIn, quand je vois quelque chose, ok, je vais voir le page Facebook. Je vois le page Facebook, je cherche le site internet. Quand je vois le site internet, il y a un alignement entre ce qui a été dit sur LinkedIn, ce qui a été dit sur Facebook. C'est le même tarif que sur le site internet. Je conviens que, enfin, c'est le vrai tarif. Peut-être qu'ils vont m'envoyer un SMS avec le même tarif. Là, je sais que vraiment, c'est le même tarif. Donc, cette multicanalité aujourd'hui, elle est indispensable pour pouvoir bien vendre. Et donc, beaucoup vont rester focalisés sur un seul canal. Et c'est possible, mais elles vont rester petites. Ok. On dit non, mais on n'a pas attendu les réseaux sociaux pour apprendre à vendre. Nos parents, nos mamans vendaient dans les marchés depuis longtemps, etc., etc. Je dis oui, c'est normal. Mais depuis 20 ans, 30 ans que nos mamans vendent dans les marchés, elle est toujours sur sa même table. Et donc, si notre ambition, c'est de rester sur cette table, on n'a pas besoin de faire plus que ça. Mais si notre ambition, c'est de passer de la table à un hypermarché, On ne peut pas suivre ce chemin. on peut pas suivre ce chemin. On est obligé de progresser. Donc voilà. Tu poses des petites questions, mais qui demandent de long développement. Hein. Ça n'a pas l'air, mais c'est des questions qui sont très profondes. Voilà. Oui. Et justement, au centre, que ce soit de la gestion de carrière ou de l'entrepreneuriat, nous avons l'humain que nous sommes. Et dernièrement, dans une discussion, tu parlais de ces 3 facteurs clés. Le skill set, le mindset et le toolset. Pour toi, au regard de ce que tu vois en Afrique, auprès de la jeunesse africaine, quelle est l'urgence? Quel est le point que nous devons développer le plus aujourd'hui entre le skill set, le mindset et le toolset? Question difficile. Je penche un peu entre le mindset et le skill set. Parce que finalement, c'est deux qui sont nécessaires. Mais peut-être si je devais choisir le mindset. Aujourd'hui, on a été volontairement ou involontairement, conditionné à croire certaines choses. Et c'est un gars que je suis, un de mes mentors sur YouTube, Myron Golden, qui dit que malheureusement, on a été mal programmé. Quand vous regardez toutes les séries avec un héros, le héros ça peut être Superman, ça peut être Spider-Man, ça peut être Batman, le héros a toujours pour ennemi le gars riche qui est mauvais.
Et le héros est toujours pauvre, modeste. Et donc, on nous a programmés comme ça. Nous voulons être des héros, nous voulons être des gens qui réussissent. On veut être à l'image du Batman, du Superman, de Spider-Man, etc. Mais en fait, en réalité, si on veut être eux, il faut que nous soyons toujours pauvres, vivant dans un petit coin, dans un coin d'appartement, Spider-Man. Ok? Le seul qui fait exception, c'est Batman, qui, à la base, était riche. Et Iron Man, voilà, qui, eux deux sont riches, mais en fait, Iron Man, il est riche, mais il est arrogant. Donc, les riches sont arrogants. Même quand c'est un super-héros arrogant. Tu vois. Batman, il est obligé de se cacher, il utilise des outils, mais à Batman, on ne lui a donné aucun super-pouvoir. Donc, si tu es riche et que tu es bon, tu n'as aucun super-pouvoir. En fait, c'est de la programmation que les gens sont en train de faire. Donc, notre mindset aujourd'hui, on veut réussir, mais on nous a dit que les gens qui réussissent vraiment, c'est les gens nos super-héros sont des gens qui sont pauvres, etc., etc. Et les gens qui sont riches sont mauvais, finissent par mal exploiter leur richesse. Dans tous les films de guerre, le gars qui est en train de tromper tout le monde, d'arnaquer tout le monde, c'est un gars riche, super riche. Très, 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 très riche et très mauvais. Donc, on nous a présenté les riches comme étant des gens très mauvais. Et donc, cette programmation a fait qu'une partie des gens ont du mal à accéder à la richesse parce qu'ils ne veulent pas devenir méchants. Ils ne veulent pas devenir mauvais parce qu'ils se disent que quand on va finir par devenir riche, on va finir par devenir mauvais. Donc, côté mindset, on a changé ça. On peut être extrêmement riche et extrêmement bon. Extrêmement riche et extrêmement généreux. Extrêmement riche et extrêmement humain. Ok? Donc, on doit changer notre mindset. Et toujours dans cet endoctrinement néfaste là, quand les médias nous présentent quelqu'un qui est riche, c'est qu'il est arrivé riche de façon pas catholique, je dis ça comme ça, d'une façon pas claire. Ok, il est arrivé riche parce qu'il s'est compromis dans des choses, etc. On va nous montrer des gens qui sont riches, mais qui ont dû avoir des pratiques, etc., etc., qui ont dû toucher à d'autres choses, qui ont utilisé la drogue, tout ce qui est le sexe, l'alcool, tout ce qui est répréhensible pour devenir riche. Aujourd'hui, on a des modèles d'influenceurs. Ok, on nous dit que c'est les influenceurs, les influenceuses. Il faut dire les influenceuses parce qu'elles sont plus nombreuses dans ce domaine. Mais derrière ces influenceuses, quand on creuse un peu, on va aller voir qu'il y a souvent la prostitution, il y a souvent beaucoup de choses. Tu vois. Donc finalement, on met en lumière des gens qui sont des contre-exemples. Et on n'a pas envie de ressembler à ces contre-exemples. Donc finalement, on n'a pas envie de changer notre situation. On se dit, autant rester comme on est. Et donc côté mindset, il faut qu'on arrive à changer la donne. Quand on commence à se dire, ça c'est pas forcément les modèles auxquels nous voulons ressembler. Nous voulons être des milliardaires de première génération, qui n'ont jamais volé, qui n'ont jamais tué, qui n'ont jamais pris une seule âme, qui n'ont jamais eu besoin de faire un coup d'état à qui que ce soit. Et qui sont devenus riches par le travail, avec des valeurs, en aidant leur communauté autour d'eux. Et donc ça, c'est vraiment ce qui est vraiment important pour nous, de comprendre ça. Ça, c'est la première chose. Côté mindset, on peut devenir vraiment riche. 2, nos pays ne sont pas condamnés à la pauvreté. Nos pays, d'ailleurs, si nos pays sont en guerre et en crise, c'est parce qu'on nous fait la guerre. Mais on ne fait jamais la guerre dans des endroits où il n'y a pas de richesse. Donc, quand on dit il y a des bruits de guerre, etc., etc., et qu'on nous donne l'impression que, en fait, on doit quitter les zones. Nous, on quitte les zones, sans faire de politique, hein. Nous, on quitte les zones, mais les gens, ils viennent occuper les zones. Si c'était si dangereux. Pourquoi vous préférez maintenant occuper ces zones et nous dire non, vous restez très loin parce que ces zones-là sont dangereuses. Pourquoi vous vous occupez? Non, vous devez nous dire, ok les gars, allons, retournons là-bas parce que cette zone est dangereuse. Vous dites non, vous retournez, quittez ces zones et nous on va occuper ces zones. Donc vous devez bien comprendre que en tant que jeune Africain, s'il y a des crises répétées quelque part, c'est qu'il y a de la richesse à profusion à cet endroit-là. Au lieu de fuir l'Afrique, au lieu d'aller mourir dans la Méditerranée, en fait, on doit comprendre que l'Eldorado, c'est ici. C'est ici et il faut pouvoir maintenant travailler. Ce que nous demandons à nos gouvernants, c'est le cadre. Qui nous installe un cadre légal. Qui nous installe une justice honnête. Qui nous fasse les politiques. Le reste là, on va s'en charger. Aujourd'hui, on a du mal à faire parce que tu peux t'investir et injustement, on peut te prendre tes biens. Tu peux être en procès avec quelqu'un. C'est normal, il peut y avoir des différends. Mais c'est celui qui a les relations qui va gagner le procès. Et où on va faire traîner si on sait qu'il ne peut pas gagner le procès, on va faire traîner le procès sur 3 ans, sur 5 ans, sur 10 ans, le temps que tu sois épuisé financièrement. Non. Nous voulons un cadre légal. Nous voulons les politiques. Nous voulons une justice. Le reste,
on va s'en charger. Parce que si c'est la vigueur, nous l'avons. Si c'est l'énergie, nous l'avons. Si c'est la créativité, nous l'avons, mais en quantité débordante. Il n'a qu'à regarder sur TikTok le genre de créativité que nous avons. C'est largement au-delà de ce que d'autres même rêveraient d'avoir comme créativité. Regardez les pas de danse, ça innove seulement. Regardez les concepts musicaux, ça innove seulement. C'est qu'on est constamment dans l'innovation. Ça veut dire que côté créativité, on n'a rien envie à qui que ce soit. On a juste besoin que nous soyons structurés, que nous ayons un cadre légal, un cadre juridique. Et puis ensuite, on va exploser. Donc ça, c'est vraiment mon message à tous les jeunes Africains. Ne désespérons pas de l'Afrique. Aujourd'hui, on a nivelé un peu le monde. Avant, donc c'est pour ça que je disais que entre skill set et tool set, entre mindset, skill set et tool set, je me dis aujourd'hui, les tools sont nivelés. Les outils sont nivelés. L'IA est venue. N'ayons pas peur de l'IA. Au contraire, l'IA va venir nous permettre de rattraper le gap. Avant, je veux faire un site internet et je veux que le copywriting soit bon. J'ai besoin d'aller bosser le copywriting. Donc, tant que mon copywriting n'est pas bon, je peux pas faire la compétition avec un Européen. Parce que eux bossent le copywriting depuis 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans. Mais nous, c'est maintenant qu'on découvre ces sciences. Mais aujourd'hui, l'IA nous permet de monter un site et d'avoir un copywriting qui est top notch. Qui est exactement ce qu'il faut. Donc, faut pas qu'on ait peur de l'IA, l'intelligence artificielle. Ça nous permet, en fait, de rattraper notre gap. Faut pas qu'on pense que non, l'intelligence artificielle va venir nous permettre de perdre nos emplois, etc. Tout ce qu'on faisait manuellement, l'IA arrive à le faire. Non, c'est l'opportunité, en fait, de rattraper le gap. C'est l'opportunité de rattraper le gap. Quand je suis sur un deal, un appel d'offres, moi, j'ai pas tous les designers, j'ai pas tous les logiciels, mais avec l'IA, je peux arriver à produire du contenu qui soit qui soit au même niveau de qualité que quelqu'un qui est en Europe, quelqu'un qui est aux États-Unis. On peut compétir enfin à âme égale. Donc, on ne doit pas avoir peur de se dire non, en fait, bon, voilà, ça va nous arracher nos pauvres petits emplois. Non, c'est l'opportunité. On doit comprendre maintenant comment utiliser l'IA. Mais c'est de l'IA, c'est de l'intelligence artificielle. Elle a besoin que quelqu'un lui donne des commandes pour pouvoir sortir les choses. Donc, soyons ceux qui sont capables de donner des commandes à ces outils-là pour aller de l'avant. Donc, c'est une opportunité incroyable. Donc, côté toolset, c'est en train de se niveler un peu avec l'intelligence artificielle. Côté skill set, on peut aujourd'hui apprendre beaucoup de choses avec YouTube, avec les MOOC, etc., qui sont des sites où on peut se former, avoir les mêmes modules que Harvard, etc., Harvard Business Review, etc., qui permet quand même d'avoir certains articles, certains modules de la formation qu'ils ont là-bas. On n'a pas tout, on n'a pas le cadre, on n'a pas le connaissement qu'il faut, mais au moins on a le contenu. Donc, côté toolset, côté skill set, on peut les avoir. Ce qui manque et ce qui fait la différence, c'est le mindset. C'est le mindset. OK? Nous, on nous fait croire qu'on va mourir pauvre. Et quand les Africains eux-mêmes ouvrent leur bouche pour dire non, les Africains vont finir pauvres, fusillent d'autres Africains, au lieu de faire de tenter de nous faire changer par toutes ces paroles négatives, essayons le renforcement positif. Le renforcement positif, c'est lorsque quelqu'un fait ce qu'on attend de lui, on le félicite tellement qu'il ait plus envie de faire les choses qui sont bien. Plutôt que ce qu'on essaie de faire habituellement, quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bon, on va le gronder pendant des mois et des mois, lui rappeler à chaque fois ses erreurs et ses infimités et ses faiblesses, ce qui fait qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Quand quelqu'un essaie de faire des efforts et il n'y arrive pas, et on est tout le temps en train de parler sur lui, à un moment donné, il laisse tomber. C'est comme un enfant. Un enfant, quand on l'a trop frappé, à un moment donné, il s'en fout. Il va lui-même faire les bêtises parce qu'il se dit que la pire des choses qui puisse arriver, c'est qu'on le frappe. Mais il est déjà habitué à ça. Donc, on va pas aller dans ça, mais on va aller plutôt dans le renforcement positif. Quand on voit des Africains qui font des choses qui sont extraordinaires, on devrait le célébrer. Quand on voit des gens qui font des choses médiocres, on ne devrait même pas en parler. De sorte que ça meurt de sa petite mort, quoi. De sorte que ça s'étouffe. Mais si on prenait notre temps pour amplifier toutes les choses bien qui se faisaient, on allait avoir une Afrique qui est meilleure. Parce que les gens allaient commencer à se dire, tiens, regarde, tel gars, il a réussi ça. Oh, c'est magnifique. Tel gars a réussi ça. On va pas prendre notre temps à faire juste les buzz qui descendent les gens, qui nuisent aux gens. Non, ça, ces buzz-là doivent mourir. Les meilleurs buzz, c'est telle personne a fait ça, on a réussi à faire ça, on a réussi à faire ça, on a réussi à faire ça, on est en train de faire ça, on est en train de faire ça. Allons-y. Et c'est comme ça que là, on se rend compte que, tiens, mais on dirait que les Africains sont réveillés. Les Africains sont réveillés. Je crois que ce réveil-là est en train de venir. Il nous faut juste un peu de paix, un peu de stabilité, un cadre politique, un cadre juridique, un cadre économique, et puis le reste, on va s'en charger. Malheureusement, aujourd'hui, dans notre société, on a une mauvaise conception qui nous ralentit beaucoup dans notre progression. C'est la conception liée au temps. Nous pensons souvent qu'on a le temps. Si on ne fait pas quelque chose aujourd'hui, on se dit, ah, demain je vais le faire. Et
ainsi de suite, on perd. On ralentit notre progression, voire même l'arrêter. Et toi, souvent, je te vois tous les lundis en train de dire, fais ta to-do list, concentre-toi, éloigne-toi des distractions. Chaque minute compte, qui est ton slogan et qui te présente vraiment, même dans ta manière de faire. Pourquoi est-il important pour toi de revenir sur cet aspect, de se dire, chaque minute compte? Oh, merci pour la question. Je crois qu'il y a urgence. Je crois qu'il y a urgence. Il y a tellement à faire dans nos pays. Il y a tellement à faire qu'on n'a pas le loisir de perdre le temps. On peut plus perdre du temps. On peut plus perdre du temps. Bon, en même temps que moi, je me dis, chaque minute compte. C'est pas parce que j'ai l'intention de mourir vite. Moi, j'ai l'intention de rester ici jusqu'à au moins l'an 2100, j'espère pouvoir être là. Et pas juste être un vieillard dans un fauteuil roulant, incapable de faire quoi que ce soit. J'espère être encore énergique en 2100. Donc, chaque minute compte parce que, effectivement, chaque minute compte. Une minute qui est passée, on peut jamais la rattraper. Donc, quand on dit on va rattraper le temps perdu, c'est impossible. C'est une figure de style. On peut pas rattraper le temps perdu. C'est impossible de rattraper aujourd'hui à 15 heures. C'est passé définitivement. Ça ne reviendra plus jamais. On peut mieux vivre ce qui va se passer après, mais on peut jamais rattraper le temps passé. Et malheureusement, on a perdu énormément de temps. Énormément de temps à croire que c'était les autres qui allaient nous aider. Énormément de temps à croire que c'est les autres qui allaient changer les choses à notre place. Il est temps que chacun s'élève et fasse ce qu'il peut faire à sa place maintenant. Pas demain, maintenant. Je lisais une pensée, je sais plus d'où, de qui, je suis désolé de ne pas le citer. Et elle disait, if not me, who? If not now, when? Si c'est pas moi, qui va le faire? Si c'est pas maintenant, quand est-ce qu'on va le faire? Ok? Donc, ça permet de replacer chacun, en fait, et que chacun reprend sa place, reprend sa position, reprend sa responsabilité. Si c'est pas toi qui vas le faire, tu comptes sur qui pour le faire? Tu comptes sur qui pour le faire? C'est pour ça que j'aime dire que chacun est largement suffisant. Chacun d'entre nous est largement suffisant pour faire ce qu'il a à faire. Tu n'as pas besoin d'attendre quelqu'un d'autre. Fais ce que toi tu as à faire. Et si toi tu fais suffisamment bien ta part, et que chacun entre dans son coin, lui fait suffisamment bien sa part, on va se rendre compte que collectivement, on y est arrivé. Et si on le fait pas maintenant, on le fait quand? Quand est-ce qu'on compte le faire? Quand est-ce qu'on compte se développer? Quand est-ce qu'on compte arrêter de se battre en tout? Quand est-ce qu'on compte travailler de façon solide? Quand? Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Rien ne va se passer. Ok? Si nous comptons sur un sauveur, malheureusement, le sauveur ne viendra pas. Avant, on pensait que c'était l'aide au développement qui allait nous développer. Aujourd'hui, après 60 ans, 61 ans, 62 ans, 63 ans d'indépendance pour certains pays, on s'est rendu compte que l'aide au développement n'a aidé aucun pays au monde à se développer. Donc, en réalité, c'était pas de l'aide au développement. C'était de l'aide au silence. On vous donne de l'argent, ne parlez pas, pendant que nous on fait autre chose. Comprenez? Donc, je crois que pour moi, le temps est vraiment important. Il est temps de faire beaucoup de choses. Au moins sur ce point-là, on est tous à égalité sur la surface du globe. Au moins sur ce point, on a tous 24 heures dans une journée. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça qui va déterminer où est-ce qu'on s'en va. Dans les mêmes 24 heures, c'est pas normal que les Européens puissent faire beaucoup plus que nous. C'est pas normal que les Américains puissent faire beaucoup plus que nous. C'est pas normal que les Asiatiques puissent faire beaucoup plus que tout le monde. C'est pas normal que les Chinois fassent encore plus que tout le monde. Et que les Africains, dans les mêmes 24 heures, on n'arrive pas à faire autant qu'on veut. On pense qu'on a le temps. Et c'est ce qui fait qu'on est en retard. On n'a plus le temps de perdre le temps. Il faut qu'on y aille, quoi. Et moi, vraiment, je recommande aux gens de ne plus croire qu'ils ont le temps et de bosser. Parce qu'on a plus besoin de bosser que d'autres choses. Il y a un de mes mentors qui dit que quand on n'est pas encore milliardaire, le work-life balance là. Il faut oublier ça. Faut dire non, il faut que j'ai un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie familiale, entre le temps familial, le temps de fun, etc. Non. Aujourd'hui, l'Afrique n'a même pas, c'est des concepts pour lesquels on n'est pas encore au stade où on devrait commencer à penser à du work-life balance. Actuellement, on doit être en train de work pour laisser à nos enfants mieux que ce que nos parents nous ont laissé. Et souvent, quand je regarde ce que nous on fait, notre génération en fait, j'ai mal en fait. Je trouve que j'ai honte. Parce que nos parents n'avaient pas le niveau d'études que nous, on a la chance d'avoir. Ils n'avaient pas le genre de moyens que nous avons. Ils n'avaient pas le genre d'équipement que nous on a. Ils n'ont pas le genre de technologie que nous on a. Et malgré ça, regarde ce qu'ils ont laissé dans nos pays. Ils ont construit des ponts, ils ont construit des routes, ils ont construit des immeubles, ils ont construit beaucoup de choses. Et notre génération, on construit quoi? On construit rien du tout. On veut être Mbappé. Bien. On veut juste jouer au foot, avoir de l'argent rapidement. Vous comprenez? Donc, souvent, ça fait un peu honte. Donc, c'est pour ça que moi, j'écris tous les lundis, comme chaque lundi, fais ta to-do list.
Fais ce que tu as fait. Justement, tu penses que tu n'as rien à faire parce que tu n'as pas fait la liste de ce que tu as fait. Quand tu commences à écrire tout ce que tu as fait, tu te rends compte que tu as beaucoup de choses à faire. Ensuite, éloigne les distractions. Ok? Tu prends, te distrais. Tu auras toute la mort pour te distraire. Ok? Voilà, toutes les têtes te distraient. Donc, pourquoi on veut forcément se distraire ici? Et puis maintenant, bosse. Parce qu'on doit bosser. Tu vois. Et après ça, je me dis, les gens disent qu'ils n'ont pas de modèle, ils savent pas que faire. Donc, moi, au lieu de leur dire, bon, au lieu de critiquer, je dis, fais ta to-do list. Je leur dis, fais. Et je crois que même ça, tu me rappelles, c'est quelque chose que je voulais faire, c'était de recenser autour de moi, dans ma communauté, quel est l'impact que les gens ont ressenti depuis qu'ils ont commencé à faire leur to-do list, éloigner les distractions et bosser. Il y avait quelques-uns qui m'avaient écrit pour me dire, écoute, VK, c'est la première fois que j'atteins mes objectifs. C'est la première fois que je dépasse mes objectifs. C'est la première fois que j'obtiens un bonus annuel. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, la seule chose que j'ai changé, c'est que tous les lundis, maintenant, je fais ma to-do list et je m'assois pour exécuter. Tu as dit qu'il faut que on finisse la journée à 15 heures. Quand j'ai vu ça, j'ai ri. Je dis, mais ce gars-là, il croit que quoi, etc., etc. Mais j'ai commencé à m'asseoir et je me rends compte que quand j'éloigne les distractions, j'arrive à faire tout ce qui dépend de moi avant 15 heures. Et j'arrive à être productif, etc., etc. Et donc, pour moi, c'est vraiment ça. C'est pas juste de donner, d'essayer de moraliser les gens avec des concepts beaux. Mais c'est de leur dire exactement que faire. Fais ta to-do list. Et il y a pas une semaine, les gens viennent pas me demander, mais c'est quoi une to-do list? Donc, quand je vois ça, je souris. Je dis, utilise Google. Je fais donner la réponse, mais il dit, utilise Google. Il se vexe. Ok. Je dis, non. Écoute, ne te vexe pas. Je peux bien t'expliquer. Mais si tu vas sur Google et que tu tapes, c'est quoi une to-do list? Tu vas avoir une dizaine de réponses. Et tu vas en savoir beaucoup plus que 90% des humains. C'est ce qu'on appelle une to-do list. Et je préfère que tu en saches beaucoup plus que ce que je peux te donner dans une réponse simple. Même si tu penses que c'est embêté. Vas-y et fais-le. Et les gens qui comprennent, ils s'en vont, ils regardent, ils disent, ah, mais j'ai vu, ah, mais il y a même des logiciels qui permettent de faire les to-do list. Ah, mais il y a même plusieurs méthodes de faire les to-do list, etc., etc. Et là, je sens que voilà quelqu'un qui a eu plus de valeur que si moi j'avais copié la définition d'une to-do list et j'étais venu la coller là. Et c'est pour ça que je le fais. Certains comprennent pas, mais malheureusement, je suis vieux. Moi, j'ai dépassé la quarantaine, donc je suis plus à l'âge où je cherche à plaire forcément à tout le monde. Il y a un temps, on est jeune, on veut plaire à tout le monde, etc. Mais à un âge, tu comprends que tu peux pas plaire à tout le monde. Et tu ne cherches plus à plaire à tout le monde. Il y a des gens qui vont comprendre ce que tu es en train de faire, qui vont te suivre. D'autres vont critiquer, c'est normal. Mais matin, c'est les résultats qui comptent. C'est les résultats qui comptent. Et le fait que je pense que je n'ai pas le temps et que j'insiste qu'il faut éloigner les distractions qu'il faut faire, ça fait les résultats que je fais. Partout, dans tous les pays où c'est passé, on dit que quand on organise un événement, si c'est de la distraction, les gens vont venir. Mais dès que c'est un peu intellectuel, dès que c'est un peu un truc où on réfléchit, où on doit un truc, les gens ne viennent pas. Pourquoi, quand ils arrivent de VK, les salles sont archi-combles? C'est pas la même jeunesse, c'est exactement la même jeunesse. La seule différence, c'est que moi, je n'accepte pas que ma salle soit vide. Les autres ont déjà acheté l'idée selon laquelle, quand c'est intellectuel, ils ne viendront pas. Donc, comme ils ont déjà acheté cette idée, ils reçoivent exactement ce en quoi ils croyaient. Leurs salles sont vides. Et ils vont encore mettre les photos pour commencer à venir soutenir leur thèse, selon laquelle, quand c'est intellectuel, les gens ne viennent pas. Non. Mais moi, c'est intellectuel. Il n'y a aucun artiste qui vient. Même une seconde de chanson, on ne chante pas. Même une seconde de distraction, il n'y a pas. Mais pourtant, les salles sont pleines et les gens restent concentrés du début jusqu'à la fin. Ok, parce que nous avons compris que c'est nous qui décidons. Si on veut que les gens viennent aux événements intellectuels, ils viendront. Et pour ça, on fera tout ce qu'il faut pour qu'ils soient là. Si on veut continuer à utiliser des excuses, etc., tout le monde peut utiliser les excuses. Mais Arnold Schwarzenegger disait, et je vais m'arrêter là, you cannot have result. You cannot have both result and excuses. You need to choose one. Tu ne peux pas avoir et les résultats et en même temps avoir des excuses pour tout. Tu dois choisir l'un d'entre les deux. Soit tu choisis les excuses et t'as pas de résultats. Soit tu choisis les résultats et tu n'as pas d'excuses. Ok. Voilà. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup et personnellement à t'observer pour ces quelques jours, on a travaillé de manière très proche. Je peux dire que c'est l'une des leçons aussi qui a émergé, c'est qu'on ne doit attendre de satisfaction que des efforts qu'on a fournis et non du résultat obtenu. Le résultat obtenu peut ne pas dépendre de nous, mais les efforts qu'on doit fournir doivent dépendre de nous et on doit s'y mettre, quel que soit ce qu'il en coûte. Et cela, vraiment, c'est très important, c'est très instructif que de te voir à la tâche, de te voir en train de partager ces expériences-là. C'est ça. C'est vraiment totalement ça. Moi, en fait, ce qui me fatigue, c'est que je peux ne pas avoir le résultat que je voulais.
Par exemple, je fais une formation et la salle n'est pas pleine. Mais si je me rends compte que la salle n'est pas pleine, mais je devais appeler les gens, je n'ai pas appelé les gens. Je devais faire une communication, je n'ai pas fait. Je devais faire une pub, je n'ai pas fait la pub. Des gens devaient faire ceci, ils n'ont pas fait. On devait, et on n'a pas fait. À la fin, je ne sais pas si, en fait, on a échoué parce que le plan n'était pas bon ou on a échoué parce qu'on n'a pas exécuté. Je vais pouvoir dissocier clairement les raisons. Ok, je veux clairement dissocier les raisons. Donc, pour moi, je ne veux pas juste être en train d'échouer et puis avoir eu un doute. C'est-à-dire qu'on soit en train de se demander, mais pourquoi ça n'a pas marché? Non, pour nous, ça doit être clairement évident pourquoi ça n'a pas marché. Soit c'est le plan qui n'était pas bon, soit on n'a pas exécuté. Mais je ne veux pas être là en train de me dire que c'est parce que je n'ai pas exécuté. Parce que ça, au moins, ça, c'est mon contrôle. Exécuter. Tu vois, je veux tout exécuter et à la fin, me rendre compte que ça n'a pas marché. Là, je sais que mon plan n'était pas bon. Donc, ça me permet demain de changer mon plan. Mais si, je ne sais pas si c'est le plan qui n'est pas bon ou si c'est parce qu'on n'a pas exécuté que c'est pas bon. Je ne sais rien en fait. Donc en fait, j'ai perdu du temps. Alors que je refuse absolument de perdre du temps. Je refuse de perdre du temps. Donc c'est pourquoi, pour moi, on fait le plan. Si on a fait le plan, on exécute le plan. Tout ce qu'on a dit qu'on va faire, on fait. Quand on a fini de faire, est-ce qu'on a le résultat? Si le résultat est satisfaisant, super. Si le résultat n'est pas satisfaisant, ok, qu'est-ce qu'on n'a pas bien compris, etc. Mais vraiment, pour moi, c'est vraiment ça, quoi. Aujourd'hui, on ne peut pas juste avoir des excuses. Ok. Par exemple, dans le truc qu'on était en train de faire là, je pense qu'on a eu un peu de chance parce que la salle était un peu plus petite que prévu. Mais on aurait dû envoyer des messages WhatsApp individuels. J'avais commencé, mais après, on n'a pas fait ça. Et si on n'avait pas atteint l'objectif, j'allais dire, il y a un maillon qu'on n'a pas fait. On n'a pas envoyé de WhatsApp individuel. On n'a pas envoyé de SMS individuel. Mais peut-être qu'avec le fait d'avoir le groupe et le fait d'avoir une équipe de phoning, mais qui a commencé vraiment à faire le phoning, a permis de couvrir ces aspects. Donc pour moi, c'est vraiment important d'avoir le plan et d'exécuter le plan. Je veux dire aujourd'hui, c'est pourquoi dans mes équipes, je ne cherche pas il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Une fois qu'on a le plan, on exécute le plan. Ok. Quand on a fini d'exécuter le plan, on peut remettre en cause le plan, mais on doit exécuter. Donc c'est pourquoi dans mes équipes, il y a zéro négativité, on exécute le plan. On fait ce qu'on doit faire. Si on a fini de le faire, tant mieux. Et si ça a marché, tant mieux. Si ça n'a pas marché, on va dire, ah, ça n'a pas marché, ok, mais bon, c'est pas grave. En fait, pour moi, on peut toujours célébrer quand on a exécuté le plan à la perfection. Peu importe le résultat, on peut célébrer. Mais on ne peut pas célébrer quand on n'a pas exécuté le plan. On ne peut pas célébrer quand certaines personnes n'ont pas joué leur rôle. Et c'est pour ça aussi, j'aime dire que chaque personne est suffisante. N'attends pas que quelqu'un d'autre fasse une partie du travail. Parce que quelqu'un n'a pas fait son travail, toi, tu ne fais pas toi ta part. Non, toi, fais ta part. Toi, il faut que toi, tu sois capable de célébrer, de dire, j'ai fait ma part et je l'ai bien faite. Et si chacun est dans cette attitude de dire, j'ai fait ma part, à la fin, on a un événement qui est waouh. Parce que chacun fait sa part et totalement. Merci beaucoup. Je résume par cette citation que mon papa me répétait souvent. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Il était très sage, le père. Alors, il y a beaucoup à apprendre avec toi. On n'a pas le temps file. Alors, je voudrais que tu regardes cette caméra. D'accord. Et tu parles à ce jeune qui est là, qui traîne les pas dans son parcours, que ce soit quelqu'un qui recherche un emploi ou qui traîne dans sa carrière professionnelle ou tout simplement un entrepreneur, que tu lui donnes un message à lui personnellement qui va le faire un déclic. D'accord. Ok. Alors, cher ami, ce que je peux te dire, c'est que si tu es beaucoup plus jeune que moi, tu as une chance incroyable. Si j'avais la possibilité de retourner dans le passé, en sachant ce que je sais aujourd'hui, j'aurais une vie totalement différente. Totalement différente. J'ai attendu jusqu'à avoir 41 à 42 ans, 41 ans avant d'être pratiquement directeur général. Mais si je savais ce que je sais aujourd'hui, j'aurais été directeur général plus tôt. Pourquoi? Pas parce que le titre directeur général est important ou quoi que ce soit, mais en fait, tu dois arriver à une position où tu dois être capable de décider et avoir le temps de décider. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nos DG, les gens qui sont à la tête de nos États, ils sont vieux. C'est pas à 55 ans tu commences à faire des projets pour les jeunes, c'est pas à 55 ans tu prends des risques. À 55 ans, tu essaies de gérer les 5 ans là, amasser le maximum d'argent pour aller te reposer parce que tu sais que tu vas bientôt à la retraite. On ne peut pas avoir des États forts avec des vieux qui sont presque à la retraite en train de les gérer. C'est pas possible. Okay? Si aujourd'hui tu as encore les années devant toi, c'est le moment de te former. C'est le moment de décider. C'est le moment de faire un plan sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, sur 40 ans. C'est le moment de prendre des décisions qui peuvent être difficiles aujourd'hui. Si tu acceptes de payer le prix aujourd'hui, tu pourras payer n'importe quel prix demain.
Si tu acceptes de te sacrifier aujourd'hui, de travailler, de ne pas forcément t'amuser, de ne pas forcément perdre le temps comme tout le monde, de ne pas forcément être totalement tout le temps dans la boisson, dans l'amusement, dans la drogue, dans les femmes, etc. Si tu acceptes de vivre une vie focalisée sur un objectif précis, tu vas obtenir très rapidement les moyens de vivre le genre de vie que tu veux vivre. Ok? Donc moi, c'est ce que moi j'ai compris. Je me suis donné 2 ans, 3 ans. D'ici 3 ans, on va se sacrifier pendant 3 ans. On va travailler dur pendant 3 ans. Mais d'ici 3 ans, on pourra s'offrir tout ce qu'on veut s'offrir. Que ce soit des bateaux, des yachts, des immeubles. On va s'offrir tout ce qu'on veut. Tu as la chance d'avoir pour toi l'énergie. Tu as la chance d'avoir pour toi un continent qui est plein d'opportunités. Tu as la chance d'avoir pour toi tout qui est à faire. Tu as la chance d'avoir pour toi des gens qui sont prêts à t'aider. Un cadre familial. On n'est pas encore arrivé où on est en Europe. C'est vraiment chacun pour soi. Tu peux même mourir dans la rue. Personne ne va te regarder. Aujourd'hui, on a encore autour de nous des familles solides, des communautés solides qui nous soutiennent. Tu ne peux pas avoir tout ça et attendre que le Père Noël descende. Il ne viendra pas. Okay. Le Sauveur ne viendra pas. Il n'y a personne que nous devons attendre. C'est toi-même, tu dois te lever et commencer à imaginer tes propres solutions. Essayer, ça ne va pas forcément marcher à 100%. Ça ne marche pas toujours. Sinon, quand on joue à un jeu et on gagne tout le temps, ça devient lassant. C'est pas amusant. Mais quand on joue à un jeu et souvent, ça nous coince un peu, on cherche la stratégie pour pouvoir passer au niveau supérieur. C'est ce qui fait qu'on peut être dans le jeu et continuer. Donc, tu as ta vie devant toi. Il faut prendre une décision aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est D-Day, Decision Day. Tu dois prendre une décision. Est-ce que tu vas vivre le reste de ta vie comme tu as déjà vécu ton passé? Ou alors aujourd'hui, tu vas prendre la décision d'être une personne différente, une personne qui obtient des résultats. Si tu prends cette décision, tu vas voir que très très vite, les portes que tu pensais fermer vont s'ouvrir et les niveaux que tu ne pensais pas pouvoir atteindre, en fait, c'est eux qui vont te servir de base pour regarder devant. Merci. Oui, il l'a dit. S'il avait ces expériences-là, s'il avait bénéficié de ces conseils, de toutes ces leçons, il y a de cela 10 ans, il y a de cela 15 ans ou 20 ans, aujourd'hui, il serait à un autre niveau. Vous, aujourd'hui, vous avez eu la chance de bénéficier de ces conseils à travers ce podcast. Vous avez eu la chance de bénéficier de ces conseils, de son expérience, à travers notamment ces 25 ouvrages qu'il a déjà publiés et que je vous recommande vivement. Alors, je vous exhorte à passer à l'action. Si vous avez retenu ne serait-ce qu'un seul conseil de ce podcast, mettez-le en pratique. Comme on le dit toujours, notre principe reste le même ici. On apprend, on applique et on avance. Je suis sûr que si vous mettez cela en pratique, on aura des changements significatifs et ensemble nous allons avancer vers le sommet. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt.